8h13, votre invité ce matin, c'est Sonia Mabrouk, qui est journaliste au journal L'Opinion. Et auteur du livre Les 100 jours aux éditions Bouquin. Bonjour à vous, Ludovic Vigogne. Bonjour Sonia. Et bienvenue sur Europe 1. Alors des huées, des sifflets, des casseroles. La visite d'Emmanuel Macron hier en Alsace a été chahutée. Le même scénario se profile probablement aujourd'hui dans l'Hérault. Et pour éclairer Ludovic Vigogne, la période politique actuelle, il faut remonter au début raté, il faut bien le dire, du second mandat d'Emmanuel Macron. C'est ce que vous écrivez. Est-ce que ces débuts, ces 100 jours, S-A-N-S, qui suivent sa réélection, expliquent selon vous ce que l'on vit actuellement ? Oui, je le crois. C'est parce que ce quinquennat est mal né qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui dans une situation aussi compliquée. Et pourquoi, selon vous, ces premiers jours sont ratés ? Est-ce en grande partie aussi de sa faute ? Il n'a pas fait de campagne, mais il faut reconnaître que cela a été vampirisé par la guerre en Ukraine. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'il n'a pas fait vraiment campagne présidentielle. Il s'est livré au minimum d'exercices obligatoires. Il a fait un programme extrêmement minimal, très peu de meetings, on s'en souvient. Mais malgré tout, donc cette absence de campagne a généré une absence d'élan, mais malgré tout, dès le lendemain de sa réélection, il ne met pas plus de souffle. Il choisit de prendre son temps, il a un comportement en retrait qui désarçonne un peu. Il y a une sorte de flottement, une sorte de passage à vide, humain, politique, assez étonnant, qui aura de très lourdes conséquences, puisque cela explique, on l'a dit, la nasse dans laquelle il est aujourd'hui. Alors vous le dites, pas d'élan, pas de souffle, encore moins d'état de grâce. Dans quel état d'esprit vous parlez à la fois de psychologie et de politique ? Vous suivez, Ludovic Vigogne, je le dis à nos auditeurs, depuis très longtemps, la vie politique française. Comment vous décririez ce moment ? Parce que vous écrivez, c'est assez édifiant, que Emmanuel Macron, il déroute même les plus proches, vraiment son premier cercle. Oui, c'est un moment tout à fait étonnant. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui jouent. D'abord, il n'a rien anticipé. Emmanuel Macron, durant son premier quinquennat, a pensé chaque jour à sa réélection. C'était une obsession. En revanche, à ce qu'il ferait le lendemain de celle-ci, il n'y a pas du tout songé. C'est vrai que, vous le rappeliez, les derniers mois de son premier mandat ont été complètement occupés. Il y a eu la présidence française de l'Union européenne. Il y a eu évidemment la guerre en Ukraine. Il y a eu un peu de campagne électorale. Donc, il n'a pas du tout pensé à ce qu'il ferait. C'est un premier point. Deuxièmement, il y a un peu de fatigue physique qui joue, parce que même s'il est très jeune, qu'il a 44 ans quand il est réélu, être président en première ligne pendant 5 ans, ça use. Et ça se ressent. Troisièmement, je crois qu'il n'est pas tout à fait passionné par ce qu'il fait. Mais c'est incroyable. Oui, alors que il faut reconnaître que c'est une prouesse. Bien sûr, c'est un exploit. C'est un exploit. Pourquoi ? Parce que il avait les pleins pouvoirs. Il n'était pas en cohabitation, contrairement à Mitterrand en 88 ou Chirac en 2002. Lui était vraiment avec une majorité sortante, et donc être réélu dans ces conditions, réussir ce que Giscard en 80 ou Nicolas Sarkozy en 2012 n'ont pas réussi, c'est un vrai exploit. Malgré tout, oui, il n'y a pas tout à fait de passion absolue, parce que il refait ce qu'il a déjà fait. Nommer un gouvernement, nommer un Premier ministre, c'est pas des exercices qui le passionnent. Mais pour ceux qui nous écoutent, Ludovic Vigogne, on a du mal à comprendre, et c'est ça ce qui est important et édifiant dans votre livre. Comment on peut être blasé au sommet du pouvoir, après avoir réussi malgré tout et malgré toutes les critiques, on va en parler à l'égard d'Emmanuel Macron, une prouesse, vous le dites. Eh ben non, vous décrivez un homme avec une sorte de vide, des jours sans, qui se traduisent très concrètement, les proches le ressentent, tout le monde est dérouté par son attitude et son comportement. Oui, Jean-Pierre Raffarin parle pour qualifier ce moment-là de succès blues, comme il y a un baby blues. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a un passage à vide, un trou. Édouard Philippe dit qu'il a déjoué comme un joueur de tennis qui répéterait chaque jour les mêmes gestes, mais qui cette fois-ci mettrait à chaque fois la balle en dehors du court. Il y a quelque chose il y a un flottement humain ça arrive en politique, on l'a vu déjà, et là c'est ce que Emmanuel Macron a vécu. Je ne parlerai pas de dépression, j'irai pas jusque-là, mais il y a une fatigue. Il y a une absence de souffle, une absence d'élan, peut-être un petit désarroi sur ce qu'il doit faire, et puis très vite aussi, il est contrarié. Il y a un épisode fameux que je raconte, qui est la nomination de Catherine Vautrin. Alors on va en parler. Ouais. Si vous voulez bien, Ludovic Vigogne, je vais reprendre le fil, si vous voulez, la galerie des portraits de ces premiers ministres. Et les relations sont très intéressantes. Elles disent beaucoup aussi d'Emmanuel Macron. Alors Jean Castex, ça fonctionne plutôt bien. Il ne fait pas d'ombre au président, on peut le dire. Non, pas du tout. C'est vraiment un duo qui a parfaitement fonctionné. Emmanuel Macron était
complètement satisfait de Jean Castex. C'était vraiment sa trouvaille. Il avait imposé à ses proches qui n'en voulaient pas forcément. Pendant 2 ans, ça s'est magnifiquement passé. Jean Castex n'a jamais essayé de lui prendre la lumière. Et on sait très bien que c'est ce qu'avait reproché Emmanuel Macron à Édouard Philippe à la fin de son bail à Matignon. Je ne veux pas être désobligeante, mais l'aurait-il voulu, Jean Castex? Est-ce qu'il aurait pu? Il y a des personnalités moins flamboyantes peut-être. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron l'a choisi. Mais tout à fait. Et puis d'un autre côté, Jean Castex a toujours trouvé que Emmanuel Macron faisait œuvre de délicatesse humaine à son égard. Ce qui explique que dans un premier temps, Emmanuel Macron songe à le garder quelques jours jusqu'au lendemain des législatives pour se donner le temps de choisir son ou sa nouvelle Premier ministre. Mais Jean Castex, lui, n'a pas du tout envie de rester. Il veut tourner la page. Peut-être connaît-il aussi ce vide, en tous les cas cette grande fatigue. C'est ce que vous écrivez dans les 100 jours. On va continuer cette galerie des portraits, Ludovic Vigone sur Europe 1. Alors, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, là, c'est une autre affaire. Et si vous deviez choisir ce matin un mot pour résumer ce qui caractérise leur relation, que diriez-vous? Il y a une véritable détestation aujourd'hui entre eux. Oui, vraiment. Elle a commencé à la fin de Matignon, où Emmanuel Macron a très mal vécu la lumière qu'a à un moment donné concentré lors de la première crise sanitaire Édouard Philippe. Il ne le supportait plus, tout simplement. Et les mois qui ont suivi, ça a complètement dégénéré, puisque Emmanuel Macron a mal pris la volonté d'indépendance de son ancien Premier ministre. Il estime que le maire du Havre lui devait tout, et il a mal accepté son expression de loyal mais libre, et donc entre eux ça a complètement dégénéré. Emmanuel Macron a tout fait pour empêcher le développement du parti d'Édouard Philippe Horizon. Il ne l'a pas du tout associé avec vraiment des bâtons dans les roues pour ostraciser Édouard Philippe. Il y avait une pression sur les élus qui voulaient rejoindre Édouard Philippe pour qu'ils ne le fassent pas. On leur expliquait que s'ils le faisaient, il ne serait pas ministre. Mais quand vous dites on, c'est qui? C'est-à-dire, on imagine Emmanuel Macron qui dit à certaines personnes, allez-y. On le sait. On sait que Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Thierry Solère, qui était à l'époque conseiller politique d'Emmanuel Macron, ont fait cette pression, même s'ils avaient de bonnes relations avec Édouard Philippe, ont fait cette pression pour empêcher des élus de rejoindre Horizon. Cette phrase qu'a prononcée Édouard Philippe et vous l'écrivez dans votre livre Les 100 jours, Ludovic Vigone, elle est importante. Je suis loyal mais libre. Docteur loyal mais voilà, libre. Emmanuel Macron n'a pas du tout apprécié, d'autant plus, vous le dites, qu'il estime que Édouard Philippe est un peu responsable aussi des contraintes, des critiques autour de la gestion de la crise du Covid, et que c'est finalement lui, le président, qui reçoit tout, les critiques et tout ce qui ne va pas. Oui, bien sûr, parce que c'est des décisions qui ont été prises à deux, les bonnes comme les mauvaises. Or, il y en a un qui a l'impression de payer le prix de toutes les mauvaises, et Emmanuel Macron a l'impression que c'est à Édouard Philippe qu'on attribue toutes les bonnes. Donc il le vit de manière extrêmement injuste. Une forme d'injustice, effectivement. Et puis, il y a... Oui, allez-y. Non, pardon, normalement c'est le Premier ministre qui est le fusible. Là, ça s'est passé dans un sens contraire. Et puis il y a la relation, alors là c'est assez incroyable, avec une Première ministre qui n'a pas été nommée, Catherine Vautrin. Racontez-nous quand même, c'est assez incroyable ce qui se prépare. Elle se prépare malgré tout pendant 4 jours à intégrer Matignon. Elle s'y voit déjà. Oui, et Catherine Vautrin, c'est le premier choix d'Emmanuel Macron pour Matignon. Il la reçoit 10 jours après sa réélection pour un tête-à-tête à l'Élysée, dans son bureau. Ils se connaissent très peu. Catherine Vautrin, elle a fait toute sa carrière à droite, elle a été membre des Républicains jusqu'à la fin de l'année 2021, elle a rejoint Emmanuel Macron en février, lors du début de sa campagne de réélection. Ils se sont très peu croisés, 1 ou 2 fois durant le précédent quinquennat, et Emmanuel Macron la reçoit pour faire connaissance, pour lui dire qu'il songe à elle pour Matignon, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est élue locale, parce qu'elle vient de la droite, et il cherche à peu près quelqu'un qui réunit ces critères-là. Il lui explique que ça pourrait être elle. Il lui demande de réfléchir à une architecture gouvernementale, et ils vont se revoir 1 semaine plus tard, pendant 3 heures, un déjeuner dans le jardin de l'Élysée, où là Emmanuel Macron va dire à la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, c'est vous que je vais nommer c'est acté, à Matignon la semaine prochaine. C'est signé, si je puis dire. Exactement. Entre les deux, et c'est scellé. Pendant 3 heures, ils discutent de la composition du gouvernement, de leur manière de travailler. Brigitte Macron arrive à la fin du déjeuner, et Emmanuel Macron lui dit « Je te présente ma nouvelle première ministre ». Emmanuel Macron demande à Catherine Vautrin de voir Jean Castex les jours qui suivent pour qu'il y ait une pré-passation de pouvoir off, avant celle qui doit être officielle quelques jours plus tard. Et puis finalement, patatras, on le sait tous, ce n'est pas Catherine Vautrin qui sera finalement nommée à Matignon. Sous la pression
peut-on dire, de l'aile gauche de Oui, la majorité, oui, on peut le dire. vraiment, mais une pression qui vient à bout quand même d'un Oui. choix et de tout ce que vous racontez. Oui, c'est tout à fait spectaculaire. Dès que le nom de Catherine Vautrin fuite, une véritable contre-offensive se met en place qui vient du cœur de la Macronie. Il y a, vous le disiez, d'abord l'aile gauche, Richard Ferrand, qui est à l'époque président de l'Assemblée nationale, qui estime que ce n'est pas possible de donner Matignon pour la 3e fois à une personne qui vient des Républicains, qui estime que cette fois-ci, c'est quelqu'un qui a accompagné Emmanuel Macron durant tout son premier quinquennat qui doit être récompensé. C'est François Bayrou aussi qui y fait barrage, qui estime que Catherine Vautrin n'est pas apte à un tel poste, qui voit derrière elle l'ombre de Jean-Louis Borloo, dont elle est proche et qu'il ne peut pas supporter. Et puis c'est aussi la technostructure, hein. C'est Alexis Collère, qui le secrétaire général de l'Élysée, si puissant, qui estime que Catherine Vautrin n'a pas fait les grandes écoles quand Elisabeth Borne, elle est polytechnicienne. Choix contraint, donc, Choix contraint. Elisabeth Borne. Je précise quelque chose qui me semble complètement stupéfiant. C'est qu'il n'y aura eu, entre la réélection d'Emmanuel Macron et la nomination d'Elisabeth Borne, entre le 24 avril et le 16 mai, aucun tête-à-tête entre le chef de l'État et Elisabeth Borne pour préparer ce qu'ils vont faire, pour discuter de leur manière de travailler, de la composition du gouvernement. Et Elisabeth Borne sera nommée à la dernière minute, hein, ce fameux lundi 16 mai, le matin, elle apprendra qu'elle va l'après-midi, quelques heures plus tard, à Matignon. Alors on va poursuivre cette galerie des portraits, mais au-delà des premiers ministres, il y a un homme, un responsable politique, un ancien président qui compte, Nicolas Sarkozy, qui expliquera d'ailleurs à Emmanuel Macron qu'il a fait peut-être une erreur en choisissant Elisabeth Borne, qui va lui coûter sa majorité. Alors c'est une autre relation évidemment entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Comment la qualifier là encore? Est-ce qu'on peut parler de considération politique? Oui, on et peut personnelle parler. Oui, je pense humaine, oui, bien sûr. Je pense que les deux s'apprécient. Hein. On connaît on connaît Nicolas Sarkozy, on sait très bien qu'il a le goût des vies romanesques, des exploits, et en la matière, Emmanuel Macron coche ces 2 cases. Et puis d'un autre côté, et pour Emmanuel Macron, c'est très utile de pouvoir s'entretenir avec quelqu'un qui a fait le job, qui a pu être confronté à des mêmes types de questions, de situations. Et en plus, on sait que Nicolas Sarkozy n'est jamais avare de conseils, et donc il ne se prive pas de les donner à Emmanuel Macron. Les écoute? Non, ça c'est d'ailleurs ce qui agace régulièrement l'ancien président Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a l'habitude de dire que Emmanuel Macron a 2 défauts, c'est que il change beaucoup d'avis, et deuxièmement, il procrastine énormément, et ça l'agace beaucoup. Mais malgré tout, ils ont une relation, je crois qu'on peut dire, de complicité. Vous décrivez aussi dans les 100 jours, Ludovic Vigone, un autre personnage, rôle clé évidemment, collaborateur historique d'Emmanuel Macron, Alexis Collère, avec un duo au pouvoir. Et maintenant, après les 100 jours, alors SANS, voici les 100 jours véritablement pour apaiser, en tous les cas remettre à zéro les compteurs. On a vu hier ces scènes, ces huées, ces casseroles, ces sifflets. Certains disent niveau de détestation, véritablement de haine à l'égard d'Emmanuel Macron. Vous couvrez la politique française depuis très longtemps. Est-ce que vous avez déjà connu un tel sentiment à l'égard d'un président récemment? Oui, je pense par exemple que lors du mariage pour tous, pour François Hollande, j'ai le souvenir d'images où on le voyait effectivement conspué par la foule et devoir rapidement rejoindre sa voiture. Et puis Emmanuel Macron l'a déjà connu lors de son premier quinquennat. On se souvient tous de la crise des Gilets jaunes. C'est déjà quelque chose qu'on a vu et on va le revoir ces prochains jours, ça c'est sûr. Et pour écrire ce livre et refaire le film de ces premiers jours, il faut faire parler l'entourage du président. Et donc là, c'est la question des coulisses que l'on vous pose. Est-ce qu'il se confie facilement? Est-ce que l'entourage du président, est-ce qu'on parle facilement d'Emmanuel Macron en off, comme on dit, qui n'existe plus? Moi, j'ai trouvé qu'on en parlait assez facilement parce que je pense que ça a intéressé beaucoup, y compris l'entourage, d'essayer de comprendre pourquoi le train avait déraillé ainsi. Qu'est-ce qui s'était passé dans la tête du président? Pourquoi ce quinquennat était-il si mal emmanché? Et donc, j'ai trouvé plutôt des interlocuteurs loquaces. Et puis, je pense qu'aussi chacun voulait remettre à sa place sa part de responsabilité. C'est-à-dire, on attribue parfois des non-nominations à certains. Et je crois que chacun voulait bien montrer quel rôle il avait joué durant cette période tout à fait désarçonnante. La grande question à venir, c'est lorsqu'un train déraille, peut-il retrouver le droit chemin? Ça, c'est la question à venir. On note quand même le titre de votre ouvrage aux éditions Bouquin, Les 100 jours. Alors, on vous pose la question, le choix des 100 jours là, d'Emmanuel Macron, c'est un incroyable... on dit quoi, hasard, hasard, vous y croyez? Alors,
pense qu'il n'y a pas de hasard. Je veux aussi garder les pieds sur terre. Je ne pense pas que la formule d'Emmanuel Macron lundi soir soit une réponse à ce livre. Malgré tout, je sais qu'on a lu le livre à l'Élysée. Je sais que certains passages ont déplu au président. Je sais qu'il n'a pas beaucoup aimé que je raconte par le détail, avec méticulosité, l'aller-retour au sujet de Catherine Vautrin. Je pense que ça lui a déplu. Donc, je pense que ça a joué inconsciemment. Et puis, psychologiquement, c'est quand même très intéressant. Voilà. Les 100 jours, CENT, pardon, c'est la manière dont on dénomme la période qui suit la réélection d'un président. Normalement, à l'élection d'un président, normalement, à ce moment-là, c'est état de grâce, le président marche sur l'eau. C'est pas du tout ce qu'il a connu. On a l'impression qu'il y a un côté reset. Merci Ludovic Vigone. Les 100 jours donc aux éditions Bouquin Macron, les secrets d'un passage à vide qui explique beaucoup peut-être de la situation actuelle, Dimitri.